Oh, bah, vous l'avez 52 000, je pense. 52 000. 52 000 en formation initiale, et puis il y a des chiffres exacts sur les plaquettes. Alors, je ne fais pas tout de suite le nombre d'étudiants. 52 039. On se trompait de 39, mais c'est parce que je ne les connais pas tous. Non, et il y en a aussi 11 000 en formation continue. Donc, sur les contractuels, il y a beaucoup de contractuels qui sont liés aux activités, notamment de recherche que nous avons, puisque dans les contrats avec la NR, dans les contrats avec les industriels, sur ces contrats-là, on embauche un certain nombre de contractuels. Et d'ailleurs, dans les contractuels, dans la manière dont on compte les contractuels, beaucoup de doctorants sont contractuels également. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Donc, voilà. Alors là-dessus, il n'y a pas de réduction. Vous savez que la loi Sauvadet s'applique à la fonction publique. Donc là, le travail, je dirais, a été fait pour que donc la loi Sauvadet, c'est la transformation de gens qui étaient sur des emplois à durée indéterminée dans la fonction publique depuis une durée assez grande pour transformer ces emplois en emplois fonctionnaires. Non, en CDI. En CDI. En CDI. Alors, si on peut le faire pour transformer les choses, pour que les gens passent en fonctionnaires et passeront en fonctionnaires, mais en passant des concours, parce que c'est la règle. Et donc là, il y avait des inquiétudes sur le fait pas tellement de la fusion, mais plutôt de l'application de la loi Sauvadet pour dire mais est-ce que des gens qui sont à la limite, parce qu'il y a toujours la loi impose des limites, que va-t-il advenir des gens qui sont à la limite, etc. On est en train de regarder, d'ailleurs même au niveau national, comment les choses se font. En tout cas, de ce point de vue-là, par rapport à ce qui se passe en national, ou ce que j'ai vu au niveau de la conférence des présidents d'université, de ce point de vue-là, nous n'avons pas été en retard. Donc non, il y a une réorganisation à l'intérieur de l'université importante. C'est quand même dans les effectifs, les services centraux de l'université représentent 600 personnes. Oui. Donc il y a 600 personnes qui sont très directement impactées par cette réorganisation, qui pendant 5 mois n'ont pas eu de vraie commande politique. Oui, parce que je pense que les recours pour l'élection ont dû vous faire perdre du temps. Ce qui a été, je pense, je l'avais dit, ce qui était le plus difficile en fait, c'est que quand on veut faire une université ou un changement d'université tel que celui-là, il faudrait que peut-être le gouvernement nous a accompagnés, le ministère nous avait accompagnés, mais il aurait dû aller plus vite. Je rappelle, c'est en janvier 2011 que les 4 conseils d'administration ont voté la fusion. Le décret est paru en octobre. En fait, par exemple pour Strasbourg, pour Aix-Marseille, le gouvernement avait été un tout petit peu plus vite, peut-être parce que, non, c'est même pas un problème de complexité de situation, et avec un décret qui aurait été publié en avril, ce qui aurait été l'idéal, bien on se serait retrouvé, même s'il y avait eu quelques péripéties durant la période électorale, mais on se serait retrouvé en début d'année à commencer avec une équipe politique. Parce que la démocratie à l'intérieur de l'université fait qu'il faut qu'il y ait des équipes politiques, des conseils, des avis des conseils pour que les décisions soient acceptées. On parle du pouvoir immense des présidents. Je pense qu'il n'a pas un pouvoir, il a la responsabilité d'impulser des choses. Et cette impulsion-là, elle passe dans la démocratie universitaire par les conseils. Alors d'abord les conseils scientifiques, de la formation, d'avis universitaires, et ensuite le CA décide. Et parfois ça prend des heures. Moi je me souviens de conseils à Metz qui ont duré 8 heures. Alors en ce moment on est un peu sur le rythme, mais on va simplifier, on va simplifier tout ça. On va essayer de faire ce qui est difficile, c'est que les conseils aient vraiment un rôle stratégique. Donc là, les conseils qu'on va faire avant l'été sont des conseils de régularisation de situations qui n'ont pas été débloquées. Par exemple, on refait un conseil d'administration le 13 parce que nous avons, je ne sais pas, une trentaine de conventions avec des partenaires qui n'ont pas été
quand les décisions n'ont pas été prises par le conseil d'administration. Donc là, on est sur beaucoup de points techniques au niveau du conseil d'administration. Mais on va s'en sortir pour revenir sur des aspects plus stratégiques. Il faut juste un peu de temps, et même à l'intérieur de l'université, les attentes sont grandes. Ça fait 5 mois que les gens attendent que l'université se mette en place. Elle se demande un petit peu, aussi bien chez les administratifs que chez les enseignants, à quelle sauce ils vont être mangés. Est-ce que leur discipline va disparaître de Nancy pour partir totalement à Metz ou l'inverse? Il y a de grosses inquiétudes, il y a des bruits qui circulent. La question du regroupement physique des services centraux, est-ce qu'elle est achevée? Est-ce que le regroupement là maintenant, les directions sont établies. Il y aura des ajustements, mais je dirais à la marge, mais elles sont établies. Elles ont été établies, disons, les têtes de ces directions ont été... ça a été fait par les anciens présidents sur un plan où on a 16 directions, maintenant 15, parce qu'il y en a une que j'ai modifiée. C'est pas une modification physique du lieu, on a une des directions qui est l'observation, c'est le pilotage de l'université. Et elle doit observer aussi le fonctionnement des directions. Donc celle-là a été mise en délégation pour ne plus être une direction et rapprocher du président. Mais pour le reste, l'essentiel du travail était là. Par contre, la commande politique, la méthode de travail n'a pas été impulsée. On part d'une copie qui est assez vierge. On a la réglementation et puis on a réinventé toutes les procédures. Donc c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail passionnant. Et je crois que même les premiers contacts que j'ai eus avec les conseils, les gens ont envie justement de réfléchir à comment en faire et plutôt à bien faire. Il faut un peu de temps pour que, je dirais, alors là ça n'a rien à voir avec les sites, mais les pratiques disciplinaires que l'on a en France sont extrêmement différentes. Et on avait, alors Metz est un exemple où il y avait déjà une pratique interdisciplinaire, puisqu'on avait à la fois les sciences humaines, les humanités comme ça on prend l'ensemble, et puis une partie sciences et techniques, mais il y a encore d'autres modes liés aux formations. Les écoles d'ingénieurs n'étaient pas à l'intérieur de l'université à Metz, donc là aussi il y a... Ils ne sont toujours pas, de toute façon. Alors, les écoles d'ingénieurs sont à l'intérieur de l'université de Lorraine. Les écoles qui sont sur le site de Metz ont deux particularités. Il y a l'ENIM qui est une école indépendante, et puis les autres ne sont pas des écoles qui ont... Ce sont des antennes. Ce sont des antennes d'écoles. Mais là aussi, on va évoluer parce qu'on prend notre responsabilité. Je fais une digression. On va prendre notre responsabilité d'être le principal acteur de l'enseignement supérieur en Lorraine et transformer ce qui était le presse de l'université de Lorraine toujours en un presse, donc un pôle de recherche et d'enseignement supérieur, mais qui sera un lieu de rencontre de tous les acteurs de l'enseignement supérieur en Lorraine. C'est-à-dire aussi bien ceux qui ont la personnalité morale, comme les NIM, comme des écoles d'architecture ou des écoles d'art, et puis tous les acteurs qui peuvent être des antennes. On a l'ENGREF à Nancy, Supélec, l'ENSAM, et là on va créer une autre forme de dynamique autour de l'ensemble de l'enseignement supérieur ici. On prend notre responsabilité en transformant le presse pour cet objet-là. Parce qu'il n'y avait pas de lieu de concertation et de rencontre entre tous ces acteurs. Non. Allez-y, posez des questions parce que je ne vais pas accaparer le J'essaie de débat. faire des réponses plus courtes. Donc on parlait surtout des personnes qui travaillaient au sein de l'université. Par rapport aux étudiants, est-ce que d'ici le 1er janvier 2013, où normalement c'est la stabilisation, est-ce que j'ai bien compris, pour les étudiants, il y aura un retour, quelque chose à partir du mois de septembre? Est-ce qu'ils seront impactés? Alors les étudiants, il faut, je pense que le sentiment d'appartenance à l'université de Lorraine, il faut le cultiver, mais il y a un sentiment aussi d'appartenance à la composante ou à la formation dans laquelle on est. Ça c'est le premier sentiment d'appartenance qu'ils doivent avoir, parce que ça c'est un sentiment de proximité. Et alors les premières mesures, déjà ils vont tous avoir une carte université de Lorraine. C'est les premiers qui auront d'ailleurs une carte avant les personnels, qui sera la carte de l'université de Lorraine.
Et puis on a pris une décision, il fallait harmoniser les choses. Et on avait différentes modalités, par exemple pour le sport universitaire. Et avec les représentants des étudiants au conseil d'administration, au conseil de la formation, on a décidé d'avoir une carte unique pour le sport, sur toute la Lorraine, donnant accès à toutes les infrastructures sportives, quel que soit l'endroit, au même tarif, possibilité de la prendre à l'inscription, et qui a été le premier vote au niveau du conseil d'administration unanime du point de vue des étudiants. Quelles que soient les sensibilités politiques ou pas politiques des représentants étudiants, on est arrivé à cette mobilité. Et donc on va continuer à travailler, notamment avec le conseil de la vie universitaire, pour les personnels et pour les étudiants, quant à leurs conditions de vie, en règle, disons, de manière générale, à l'université et dans les lieux de vie dans lesquels ils sont, c'est-à-dire tous les sites. Alors on pense bien sûr à Metz et à Nancy, mais qu'est-ce que la vie universitaire sur Épinal, qu'est-ce que la vie universitaire en Moselle-Est, sur Thionville, il faut essayer de traiter l'ensemble de ces problèmes. Je pense que pour la vie étudiante, l'ensemble des villes ou des agglomérations dans lesquelles l'université est implantée, les maires, les présidents d'agglo sont vraiment tous attentifs et vont tous aider à ce que cette vie universitaire et étudiante se développe. Et un enjeu que l'on voit peut-être pas parce qu'on regarde un peu trop souvent son nombril en France, un des grands enjeux actuellement des universités, c'est quand même de montrer qu'on vit bien à l'université, à la fois pour les personnels et pour les étudiants, et c'est un vrai facteur d'attractivité. La plupart des pays, on va dire, au-dessus de notre latitude, ou des universités au-dessus de notre latitude l'ont compris sur cette attractivité, notamment quand on n'est pas dans une capitale ou dans une région très ensoleillée, on va dire. Mais c'est un vrai facteur d'attractivité et on travaillera à cela. Donc on va voir comment on offre plus de services, plus de confort entre guillemets au personnel et aux étudiants pour que les études se réalisent mieux, pour que la vie professionnelle soit mieux conciliée avec la vie familiale. Et ça, c'est pour moi un facteur d'attractivité pour notre région et pour l'université. Travailler avec le CROUS, j'imagine aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc, de plein pied. Oui. Le CROUS, il a cette mission-là vis-à-vis des étudiants. Un peu moins vis-à-vis des personnels, mais vis-à-vis des étudiants. Et d'ailleurs, dans le conseil de la vie universitaire, le directeur du CROUS a été choisi par les collègues comme étant membre extérieur. Et puis je l'ai rencontré pour que justement on progresse sur un certain nombre de points. Enfin, il y a notamment l'amélioration la restauration, c'est sûr, mais aussi l'amélioration des chambres universitaires. Parce que là, les parcs sont différents en fonction des endroits et il y a des améliorations à faire et à trouver aussi des moyens pour améliorer la qualité des sites universitaires. Alors, il y a une partie de plan campus qui permettra de le faire, mais ce n'est pas suffisant. Alors justement, allez-y. Sur le plan campus, justement, je voulais savoir un petit peu où en était le montage. Est-ce que vous attendiez des décisions nationales ou vous allez lancer directement le montage innovant Alors là, on va être, là on est très attentif actuellement à ce que le nouveau gouvernement va proposer. Parce que le nouveau gouvernement a quand même annoncé qu'il se reposait un certain nombre de questions alors il ne met pas en cause le plan campus, il remet en cause le partenariat public-privé dans le plan campus. Donc il faut regarder, on a des dossiers qui sont prêts à être avancés sur les trois parties du plan campus. Il nous reste à les lancer et à lancer ce type de partenariat ou non, suivant la manière et les directives qu'on aura du gouvernement. Il y a encore des ajustements à faire sur Metz, sur biologie santé notamment, mais ça avancerait très raisonnablement.
Il y a aussi un certain nombre d'attentes, parce qu'en termes de moyens, les universités en France, je ne parle pas que de l'université de Lorraine. On n'est pas dans une situation catastrophique pour l'instant dans nos universités, mais certaines universités commencent franchement à avoir des difficultés financières. Si on refait un peu l'histoire, quand il y a eu la loi LRE, le gouvernement s'était engagé à remettre 1 milliard d'euros à peu près de fonctionnement par an sur les universités. Ça a été fait jusqu'en 2009, c'est-à-dire 2007, 2008, 2009, on a eu des budgets de fonctionnement qui ont augmenté. Ça aurait dû augmenter jusqu'en 2012. Avec la crise, ça s'est arrêté. Donc 2010-2011, nos budgets de fonctionnement n'ont pas progressé. Et notamment, il y a quelque chose qui s'appelle le glissement vieillesse technicitus, qui est quelque chose pour lequel on ne peut pas grand-chose, et qui fait que, par exemple, à l'échelle de l'université de Lorraine, le gouvernement ne nous donne pas 3 à 4 millions d'euros à l'université de Lorraine pour simplement compenser ce glissement vieillesse technicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça réduit d'autant les budgets qu'on a sur le fonctionnement ou sur d'autres... Qu'est-ce que ça veut dire, alors, ça veut... ça concerne le personnel, ça? Ah oui, ça concerne la masse salariale, c'est-à-dire qu'on vieillit. Oui. Et quand on vieillit, on prend des échelons. On prend des échelons, etc. Oui, mais c'est quand même les salaires sont versés par l'État ou par l'université? Par l'université. Ah, depuis la loi LRE. Oui, mais dans un cadre national. Et donc, l'État nous verse la masse salariale qui va avec le nombre de fonctionnaires qu'on a, mais seulement ne complète pas sur cette partie-là. Ah oui, et ne prennent pas en compte l'avancement, en gros. Enfin, alors, les augmentations normalement liées à... Grosso modo, on peut dire l'avancement, parce qu'il y a des mécanismes d'avancement des personnels qui sont dus au concours. Hein. Oui. Et ça, c'est un gros débat dans les universités. Et certaines universités sont dans une situation vraiment difficile en France par rapport à ça. Bah oui, et nous, ça réduit d'autant nos marges de manœuvre. Et dans ces marges de manœuvre, moi, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de marge de manœuvre, justement, pour construire l'esprit commun de l'Université de Rennes vis-à-vis des personnels. Alors on a une négociation à la fin de l'année avec le gouvernement pour le contrat quinquennal, nous verrons à ce moment-là, mais on est très attentif aux annonces qui vont être faites. Et on voit qu'une des premières priorités du gouvernement, et ça c'était dans la campagne du président, c'était quand même l'école. Oui, on a cette chance. Et, oui, non mais mais ça peut aussi avoir, vous savez qu'il y a quand même quelque chose qui a mis les gens dans la rue, qui a créé un certain nombre de problèmes. C'était la réforme de la formation des enseignants du primaire, la réforme des IUFM, ce qu'on appelait la masterisation de ce point de vue-là. Et on voit là qu'il y a un travail qui va être pris pour encore réformer les choses. Donc là, il y a quand même un domaine de l'université extrêmement important qui va subir en quelques années 2 réformes successives. Là, on parle d'écoles de formation, c'est très bien, mais derrière, c'est quand même à chaque fois quelque chose de très très lourd. Oui, puis on finit par plus comprendre très bien comment ça fonctionne d'ailleurs, parce que les IUFM, est-ce qu'ils existent encore vraiment? Oui, ils existent encore, mais bon. Alors j'en profite pour dire une petite chose. On a pu lire, ou je ne sais pas que c'est vous qui l'avez écrit, mais on a pu lire, on ferme l'IUFM de Metz. C'est faux. Je voudrais complètement expliquer les choses. Il y avait 2 sites du même IUFM différents. Un des 2 sites a été fermé. Pourquoi? Suite à la masterisation et à la réforme des études qui étaient là, les IUFM en nombre d'étudiants ont perdu plus de 50% de leurs étudiants qui sont passés dans des filières hors IUFM. Et donc on a déjà beaucoup trop de locaux en termes de superficie par rapport à notre activité. Il faudra rationaliser les locaux. Et là, on avait des locaux qui devenaient vides. Donc l'IUFM sur le site de Metz n'a pas fermé. Il y a un des 2 bâtiments il y a celui de qui a Montigny été... qui continue à tourner. Voilà. Et l'IUFM de Metz n'a pas fermé. Tout le monde sait ce que c'est que la masterisation?
C'est souvent très très compliqué, hein, les affaires universitaires. Alors je sais pas, je dis... Alors non, mais c'est... Il faut qu'on rentre dans tous ces détails-là, mais c'est... Disons que c'est un sujet sur lequel, en fait, je pense que vous aurez à écrire de nouveau, parce que ce sera quand même une réforme importante du nouveau gouvernement. On a demandé, grosso modo, pour être professeur des écoles, il fallait un niveau licence. On a fait évoluer ce niveau licence en un niveau master, ce qui a conduit la formation dans la formation des futurs professeurs des écoles à un changement radical, c'est-à-dire moins, ils n'allaient plus à l'école à l'IUFM, ils allaient dans des masters, et avec notamment moins de stages sur le terrain, ce qui a été complètement dénoncé, puisque ça veut dire que les gens avaient un diplôme de master, avaient beaucoup moins pratiqué en avant et étaient mis devant les élèves trop rapidement. Et donc ça a été la réforme qui a été mise en œuvre. Alors d'un côté, vous avez pu remarquer aussi que c'était une réforme, il ne faut pas être non plus complètement naïf, qui n'a pas suscité non plus des enseignants en place une grande mobilisation, parce que c'était aussi un moyen, par le niveau de diplôme des enseignants, de revaloriser notamment leur salaire et leur parcours. Et par contre, ça a eu un impact... alors, on ne mesurera pas l'impact que ça a eu sur les élèves, parce qu'on n'a pas eu le temps, mais ça a été quand même assez décrié que des nouveaux diplômés se retrouvaient directement, sans avoir une formation professionnelle suffisante, devant des élèves qui sont de plus en plus durs, en plus. Devant des élèves, alors je ne sais pas s'ils sont de plus en plus durs. Je crois. Bon, je ne sais pas. Ça ne pas. La société change, mais je ne crois pas que les élèves, les étudiants soient plus durs qu'avant. Les étudiants, non, je ne crois pas. Non, mais je pense, moi, aux élèves dans les collèges, dans certains collèges, en tout cas, et même pas seulement dans certains collèges, parce que moi, je constate, enfin, je ne suis plus dans le coup, mais je suis quand même un petit peu les choses encore, et je constate que dans des collèges qui étaient gentils, calmes et tout, maintenant, il y a des accès de fixation avec des petits murs qui fichent la pagaille dans les classes. Ça ne doit pas vraiment être facile pour les jeunes qui débutent dans le métier de travailler avec des gosses comme ça. Voilà. Hervé, tu as une question? Oui, à propos des recréations d'écoles de formation des enseignants, toujours sur la suite des IVP, parce que pour ce qu'on peut dire aujourd'hui du projet gouvernemental, ce qu'on a été dévoilé, il y a un risque que la formation des enseignants ressorte du giron de l'université? Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas, mais on va avoir, de ce point de vue-là, à certainement réorganiser les structures que l'on a à l'intérieur. Non, je pense pas qu'il y ait... je pense que c'est pas souhaitable en plus. Je pense très franchement qu'on est dans un pays où l'enseignement supérieur a été morcelé pendant très longtemps. Sur l'action du gouvernement précédent de vouloir rassembler, ça c'est très louable, c'est ce qu'ont fait beaucoup de pays européens. La méthode, je ne la commenterai pas, d'accord, parce que peut-être qu'il y aurait eu d'autres moyens de le faire. Hein, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une vraie prise en compte d'un retard de la France dans l'investissement dans l'enseignement supérieur par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne qui ont investi depuis 2004 ou d'autres pays. Je vais prendre un autre exemple, par exemple le Danemark, c'est un petit pays. Ils ont eu ce type de réforme, ils ont réduit par 4 le nombre des universités au Danemark. Après, il faut voir les méthodes qui sont utilisées. Donc ça, c'est quelque chose de louable. L'enseignement supérieur et la relation de l'enseignement supérieur avec la formation des futurs professeurs, que ce soit école, lycée, est évidente. Et je ne crois pas que ce soit bon que cela sorte de l'université. D'autant qu'il faut que l'université, et ça on l'a écrit et on le met en pratique, soit aussi un outil de formation non pas initiale, mais de formation continue tout au long de la vie. Il faut vraiment passer à cela, il faut inculquer cela aux gens. Je vais prendre des exemples qui concernent les formations dans les lycées.
les révolutions scientifiques qui ont été notamment les révolutions en biologie, parce que la biologie a complètement été transformée, font qu'un professeur en poste actuellement dans un lycée, ce qu'il a appris, alors non, n'est pas forcément obsolète, mais n'existait pas au moment où il a fait ses études. N'existait pas. C'était des concepts qui n'étaient pas là. Donc il faut qu'on ait cette forme. Parce qu'actuellement, on n'a pas de retour à l'université. Alors si, il y a justement, on y travaille en partenariat avec le rectorat sur la formation des professeurs. Ouais. Et là, l'université étant une université où il y a formation et recherche, il y a toujours ce lien continu pour les enseignants-chercheurs avec les évolutions les plus récentes. Et c'est pour ça que c'est important que la formation de l'ensemble des cadres du système éducatif français soit rattachée à l'enseignement supérieur. Donc ça, je pense que ce ne sera pas remis en cause. Dans l'offre de formation qui existait à la rentrée dernière, est-ce qu'il y a des changements? Alors, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement pour la rentrée de septembre parce que les contrats qui sont passés avec l'État sont des contrats quadriennaux et on va passer à 5 ans. On a déposé une offre de formation pour la rentrée 2013. Alors, nous savons qu'on doit retravailler cette offre de formation parce qu'elle s'est faite dans les conditions dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs pour lesquels l'offre de formation, la proposition d'offre de formation commune s'est plutôt bien passé. Pour d'autres, ça s'est un peu moins bien passé. Il y a eu des tiraillements, mais pas seulement entre Metz et Nancy, même en interne. Et on sait qu'on doit la retravailler pour plusieurs raisons. Il y a une raison politique, c'est qu'il faut qu'on aille justement vers cette formation tout au long de la vie. Et aller vers une formation tout au long de la vie, ça veut dire que dans la formation initiale, il faut habituer les gens à d'autres modes de formation que les modes traditionnels de formation pour inculquer justement le fait d'aller sur de la formation à distance, sur de la formation liée, utilisant des nouvelles technologies. Donc ça, c'est une partie, à mon avis, politique importante. Et puis la retravailler aussi parce que si le budget alloué, qui vous est alloué par l'État et qui est quand même à peu près 80% de notre budget, ne bouge pas, on risque d'avoir des difficultés pour la réaliser réellement. Et la réaliser réellement, c'est mettre à la fois les personnels et les étudiants dans des bonnes conditions. Parce que les deux sont importants. On ne peut pas faire des formations où on surcharge le temps de travail des enseignants-chercheurs et des gens qui sont en support aux formations parce qu'on veut ouvrir une pléthore de formations en même temps. Il n'y a pas de fond. Il ne faut pas prendre toutes les décisions sur des principes de réalité budgétaire, mais cette réalité budgétaire existe. Justement, est-ce qu'elle ne va pas conduire, indépendamment du mariage, disons, mais finalement pour les mêmes pas pour les mêmes raisons, mais en même temps, est-ce qu'elle ne va pas conduire à ce qu'on ferme dans un site ou dans l'autre des toutes petites formations? Je pense aux lettres classiques, par exemple. Est-ce qu'on ne va pas dire, maintenant, à partir de dorénavant, les lettres classiques, ce sera Nancy, ou alors, il y a quand même beaucoup de petites UFR qui pourraient fusionner en un seul lieu. Je ne raisonne pas du tout ça en termes de site. Je vais prendre un exemple qui a déjà existé pour vous montrer comment on peut faire un certain nombre de choses. L'université de Lorraine, elle est pluridisciplinaire, il faut garder cette richesse et cette diversité. Nous avons des formations, et il n'y a pas que les lettres, il y a les lettres, la philo, la chimie, qui sont des disciplines pour lesquelles les étudiants n'ont plus d'appétence. On se retrouve avec des formations dans lesquelles, alors je vous rappelle, on est fonctionnaire, on est embauché pour plus de 40 ans maintenant, et par rapport à ça, quand on a embauché un prof de chimie, un prof de philo, etc., il est là. Il n'y a plus d'étudiants. Comment fait-on? Le prof de chimie ne peut pas se reconvertir en prof de communication. On a eu le même problème pour les langues.
notamment les langues, on va dire, plutôt rares, les langues. Sur Nancy, je vais prendre l'exemple des langues slaves. Serbo-croate. Voilà. On était dans des formations où il y avait 2, 3, 4 étudiants. Ces formations, actuellement, il y en a 300. Pourquoi il y en a 300? Parce qu'elles ont été dématérialisées avec d'autres formes d'enseignement. Enseignement à distance, forum, nouvelles manières d'enseigner. Et ça a redonné un élan à ces matières-là. Donc il faut que l'on trouve une rationalisation de cela, mais il ne faut surtout pas qu'on perde notre pluridisciplinarité. Après, en termes de sites, les formations, elles sont à l'Université de Lorraine. On pourra avoir des formations. Moi, j'ai été responsable d'un master dans lequel on avait déjà des problèmes d'effectifs. On avait des formations avec, alors il faut regarder après comment on fait, mais les formations avaient lieu à la fois sur Metz et sur Nancy. Oui. C'est-à-dire on avait 2 jours, non, il y avait 1 jour sur Metz, 2 jours sur Nancy, puis c'était au niveau d'un master 2, puis il y avait 2 jours où les étudiants et ça se passait comme cela, et ça se passait remarquablement bien. Alors après, il faut essayer peut-être de voir ce qui est le plus optimum entre des étudiants qui bougent et des enseignants qui bougent. A priori, ce serait plus logique de faire bouger les enseignants que de faire bouger les étudiants, parce que maintenant, non, ça pas forcément. Bah, à mon avis, ça dépend des matières, parce que les équipements que nous avons ne sont pas les mêmes sur Metz et sur Nancy, par exemple, dans le domaine des sciences et techniques. Et on voit bien, par exemple, dans certains domaines, on va avoir un IRT, j'espère, là aussi, il faut attendre ce que dit le gouvernement sur IRT. Institut de recherche technologique, avec une implantation qui est prévue autour du Technopôle de Metz, dans le domaine de la métallurgie, avec un certain nombre de partenaires industriels, qui, eux, remettent en cause un peu leur participation parce qu'ils ne vont pas bien économiquement, et que le nouveau gouvernement remet en cause le modèle. Pourtant, c'est un des réels succès qui a été obtenu dans le cadre du grand emprunt et dans un toujours gagnant-gagnant, on va dire, entre l'ensemble des cycles d'université. Et là, il y aura des équipements qui seront des équipements à destination aussi de la formation. Formation qu'elle soit professionnelle pour les partenaires économiques, mais aussi pour la formation initiale. Donc ça dépend où on a les lieux d'implantation d'un certain nombre d'équipements, etc. Donc ça dépend des disciplines. Oui, de toute manière, c'est une fusion qui se fait sur le terrain et de discipline à discipline, et qui se fait en même temps au sommet. Et alors, justement, elle s'est faite au sommet, mais elle a encore beaucoup de mal à se faire sur le terrain. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Je ne sais pas, vous qui êtes encore dans les... Bon, sur le terrain, si vous avez le même sentiment. Alors, sur le terrain, j'y suis un peu moins, hein, parce qu'avec déjà les fonctions de vice-président puis de président maintenant... Mais je parle aussi à mes confrères. Du point de vue de la recherche, parce que les habitudes de travail, on est un peu schizophrène. Entre la partie quand on est en formation et la partie quand on est en recherche, puisqu'on est enseignant-chercheur. Eh oui. Mais souvent, du point de vue de la recherche, les communautés, ça fait longtemps qu'elles se connaissent. Et elles se connaissent d'ailleurs au-delà même des frontières de la Lorraine. Et les pôles scientifiques n'ont pas la même problématique de ce côté-là que les collégiums pour lesquels les habitudes de travail n'étaient pas les mêmes. Donc ça dépend du point de vue. Et du point de vue de la recherche, il n'y a pas de... je ne pense pas que ce soit là que ça se pose le plus. J'ai plutôt l'impression, justement dans la préparation pas de cette rentrée-ci, mais bon, donc il y a le plan pour les 5 années suivantes. Et c'est dans ce cadre-là, et puis bon, dans les discussions actuelles avec le ministère, qui n'a pas l'air quand même de tenir tellement compte du fait qu'il y a des difficultés particulières liées à cette création de l'Université de Lorraine. Il continue à avoir les mêmes exigences, alors que bon... Je sais pas, c'est-à-dire que vous... Non, moi je vois ça. Non, mais pour j'ai l'instant... une espionne, moi, dans la classe, alors j'ai des remontées de la base. Il vous a dit aussi qu'il y avait une part d'inquiétude non justifiée. Vis-à-vis du ministère, je ne sais pas pour l'instant, le ministère ne nous a pas... vous savez que l'ancien gouvernement, mais c'était à la fin de l'ancien gouvernement, nous avait proposé, parce qu'ils avaient été sensibles au dossier qu'on avait déposé dans le cadre des investissements d'avenir, un contrat de site particulier. Oui.
Ce contrat de site particulier, c'est celui qu'on va discuter à la fin de cette année. Le nouvel gouvernement se met en place, il regarde un certain nombre de modalités, il a décidé de regarder aussi les effets d'un certain nombre d'actions qui ont été menées précédemment. Et pour l'instant, je n'ai pas d'informations sur la manière dont il prend en compte les particularités ou non de ce que nous avons fait, de ce que nous sommes. On va attendre, je pense qu'à la rentrée, on y verra plus clair. Alors on y verra plus clair. J'ai pas eu encore de rencontre directe sur ce sujet avec que ce soit les directeurs de la recherche et de l'innovation ou le directeur en charge de l'enseignement supérieur au ministère ou même avec la ministre. Alors on va avoir des rencontres, il y a beaucoup de questions que pose la conférence des présidents d'université. Il y a une annonce pour la recherche qui est très claire, c'est qu'on aura des assises nationales de la recherche et avec assises en région à l'automne. Ça impactera forcément les universités puisque l'Agence nationale de la recherche, l'Agence nationale d'évaluation de la recherche sont remises en cause dans leur fonctionnement ou simplement remises en cause par le nouveau gouvernement. Et sur le site particulièrement, je pense qu'il y aura, je pense, un accompagnement. Je suis assez confiant maintenant. Est-ce qu'il est à la hauteur de nos attentes? Mais il y a des copies qui doivent être rendues pour les demandes d'habilitation incessamment, là. C'est en ce moment. Ouais. Et il y a des habilitations qui sont... Bon, les équipes de Nancy et de Metz, apparemment, ont essayé de travailler ensemble. Ils ne sont pas toujours arrivés parce qu'elles partent de points trop éloignés au niveau justement de leur recherche. Et elles ont l'air d'avoir du mal à obtenir leurs habilitations. Il y a 2 temps. On a été évalué, les copies ont déjà été déposées pour la rentrée 2013, ont été déjà évaluées et on a déjà les retours. Oui. En recherche, ça s'est très bien passé. Oui. En recherche, le nombre, vous savez, on est observé on est noté, Oui. avec des A, des B, des C. Voilà. Il y a une progression spectaculaire de la reconnaissance du niveau de la recherche en Lorraine, avec une augmentation spectaculaire du nombre de collègues qui sont dans des unités de recherche de haut niveau. C'est-à-dire que le niveau des unités de recherche a monté, notamment dans les humanités, qui avaient été très mal traitées il y a 4 ans, parce que c'est tous les 4 ans qu'on a été évalués, et là qui sont reconnus vraiment pour leur excellence. Du point de vue de la formation, l'offre de formation, elle a déjà été examinée là par l'AERES. Après, il y a une négociation avec le ministère puisqu'on délivre des diplômes nationaux. Mais l'habilitation, c'est une maquette, une première maquette qui est là. Et puis, ce qu'on doit faire, nous, en interne, on nous a dit votre maquette est bonne. Mais comment allez-vous la mettre en œuvre? C'est notre problème à nous après. Donc, on est habilité à dispenser une licence de chimie, une licence de physique, une licence d'art, une licence de langue. On a une maquette de programme, mais comment mettons cette maquette en route? Ce qu'on va faire, c'est le travail qu'il nous reste à faire. Mais ça, c'est un travail qui a déjà été fait. Alors c'est vrai que pour quelques diplômes, mais par rapport au nombre de diplômes, c'est quand même pas la majorité. Pour quelques diplômes, il y a des ajustements plus forts à faire, parce que justement, quand la maquette est partie, les gens n'étaient pas complètement sur la même longueur d'onde, on va dire ça, entre Metz et Nancy. Ce qui était inévitable d'ailleurs. Ce qui était inévitable de recherche souvent différent. Enfin, non, ce qui était inévitable parce que les gens ne se connaissaient pas. J'ai quand même participé au processus de fusion des universités, etc. Quand vous mettez des gens autour d'une table qui ne se connaissent pas et que vous leur dites dans 3 mois, il faut que vous ayez un programme commun, c'est pas complètement facile. Donc il faut un peu de temps, il faut lever un certain nombre d'ambiguïtés, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et sur la stratégie de recherche, finalement, quels vont être vos objectifs les prochaines années? Qu'est-ce que dans le contrat, dans les grandes lignes? Alors, dans les grandes lignes par rapport à cela, alors on a déjà rencontré, je viens de rencontrer ce mois-ci le PDG du CNRS qui est venu en Lorraine, et il y avait le PDG d'INSERM qui était ici, justement pour qu'on partage une stratégie qui sera une stratégie de site, avec 2 niveaux. La plus-value dans l'Université de Lorraine, c'est faire dialoguer les savoirs.
Mais pour faire dialoguer les savoirs, il faut que le savoir ou la discipline soit de très haut niveau. Donc on travaillera avec l'ensemble des partenaires sur garder la pluridisciplinarité, la disciplinarité au plus haut niveau. Et puis la plus-value, c'est de faire l'interdisciplinarité. Et là, on va afficher un certain nombre d'axes stratégiques qui ont déjà été identifiés par ailleurs depuis longtemps, hein, et qui ont été confirmés finalement par les succès que nous avons aux appels d'offres du PIA. On est très identifié, vous le savez, sur ressources naturelles, matériaux, métallurgie. On est assez bien identifié, mais pas au même niveau encore, sur tout ce qui est langue. Il ne faut pas oublier par exemple le trésor de la langue française, il ne faut pas oublier toutes les relations culturelles, notamment en grande région, sur l'université de Metz notamment, qui avait... on a un secteur santé globalement qui est en train de se construire, et on sait que c'est une des disciplines du XXIe siècle, et on va travailler sur ces sujets-là pour un peu plus identifier thématiquement l'université. Je crois que si je prends les grands objectifs que j'ai, c'est d'affirmer vraiment que l'université de Lorraine, elle est dans les 10 premières universités françaises. Et c'est pas que la taille. La taille, on y est, mais la taille, c'est mécanique. Mais c'est sa place d'université, comme on pourrait penser à une place de métropole d'équilibre dans le contexte national. Le deuxième objectif, c'est d'être mieux identifié au niveau européen. Et au niveau européen, on va s'identifier en cédant de l'université de la grande région, mais aussi s'identifier sur un certain nombre de thématiques. Alors ça, c'est des thématiques globales sur lesquelles on peut s'identifier, mais ça n'empêche pas, vous connaissez peut-être le système universitaire, un universitaire, de par sa qualité intrinsèque, il peut s'identifier mondialement. On aimerait bien avoir des prix Nobel dans l'université, mais il y a aussi d'autres niveaux pour lesquels les collègues sont. Mais une identification collective autour d'un certain nombre de thèmes. Et puis, en dehors de l'Europe, et ça, il faut en être conscient, si on nous regarde de l'extérieur plutôt que de se regarder de l'intérieur, le mouvement que l'on fait ici peut être comparé au mouvement que l'on voit dans un certain nombre de pays dans le monde, de rapprochement d'universités dites technologiques, mais ce n'est pas au sens où on l'entend en France, et d'universités pluridisciplinaires. Ce qu'on a fait là intéresse et interpelle beaucoup d'universités dans le monde qui sont intéressées par ce qu'on est en train de le faire, parce qu'elles le font elles-mêmes ou elles l'ont déjà fait. Et là, on a un réseau à créer. Alors j'espère qu'on sera peut-être 2 ponts initiateurs de ce réseau. On a déjà pris des contacts avec ces universités qui rapprochent finalement le monde de la technologie, université technologique en sens anglo-saxon du terme, au sens international du terme, et pluridisciplinaire. Et on a déjà des exemples où on fait des choses qui se sont mis en place de par les rapprochements. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est le rapprochement entre des gens qui mesurent tout ce qui est olfactif et le droit. Imaginez ce que peut avoir la répercussion d'être capable de breveter une odeur. Ça, c'est un enjeu et une vraie question. Et est-ce qu'on est capable de le faire? Il y a des gens entre le droit et des gens qui travaillent sur des capteurs et sur de l'analyse olfactive qui regardent ces aspects-là. C'est des aspects à la fois importants en termes de recherche, en termes de concepts. Alors là, c'est concepts au niveau plutôt juridique. Mais c'est pour moi des rapprochements que l'on voit entre les humanités et puis le domaine de la technologie et le domaine de la science. Technologie étant l'application qui vient derrière la science. Si on arrive à faire beaucoup de choses dans ce domaine-là, on va faire avancer des choses pour la société, pour la recherche. Alors, sur des grands sujets, il faut qu'on arrive aussi à dégager ici des grands sujets sociétaux, sur l'énergie par exemple, parce que je crois qu'on est une région qui est bien placée. Il faut profiter du fait qu'il fait froid, qu'on a besoin d'utiliser de l'énergie. Alors on le voit hein, dans les implantations, on a des centrales solaires, c'est moins évident, mais c'est un enjeu parce que il ne faut pas forcément du soleil pour produire de l'énergie à partir
de cela. On a des éoliens, on a des ressources naturelles. Là-dessus, on peut être facilement identifié, avec les retombées que ça doit avoir sur l'ensemble de la société. Il y a un projet qui pourrait être très intéressant. Bon, vous connaissez tous ITER, qui est un projet pour lequel la France est identifiée parce qu'elle est tête de pont. Alors, il y a un projet qui est un peu plus sensible quand on en parle, parce que, évidemment, on va parler d'ArcelorMittal, et évidemment, il y a des questions lourdes autour d'ArcelorMittal en région, mais il y a un projet qui s'appelle Mulcose, dont vous avez entendu parler. Ce projet-là, alors qui est porté par ArcelorMittal, mais pas seulement par l'ensemble des industries au niveau métallurgique, c'est un projet qui est de même impact qu'ITER. Les métaux, c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est recyclable. C'est aussi quelque chose de problématique parce que la ressource s'épuise. Le cuivre, vous n'avez qu'à voir le nombre de vols de cuivre qui a lieu. La production de cuivre n'est pas suffisante et la mine du 21e siècle pour le cuivre, c'est la ville, c'est-à-dire le recyclage. Donc, les projets sur la métallurgie, la métallurgie reste importante. Un projet comme ça, s'il est ici, l'université est complètement partenaire de ce projet-là en termes de recherche. Et s'il s'implante ici, c'est une formidable identification pour la Lorraine. C'est vrai que le fait qu'ArcelorMittal, qui est un acteur majeur de la métallurgie, ait aussi des difficultés ici, pose quelques problèmes d'image. Mais sinon, ce type de projet est très identifiant pour une région, pour une université. Alors il faut en générer d'autres. On réfléchira sur les ressources naturelles à le faire. On est très identifié, et là avec la région, on travaille en bon partenariat sur la filière forêt-bois. Où il y a beaucoup de ressources en Lorraine, où on est identifié au niveau recherche, où c'est un enjeu pour la nation aussi, puisque vous savez qu'on doit être, je pense qu'en déficit extérieur, c'est le deuxième secteur après les énergies fossiles. Alors qu'on produit du bois, sauf que la plus-value, elle est faite à l'extérieur. Pourquoi on n'arrive pas à la faire ici? Voilà ce type d'enjeux, et vous voyez que ce sont des enjeux qui mêlent, si on en fait des enjeux sociétaux, ils mêlent toutes les dimensions de l'université. En termes de discipline, toutes les disciplines, l'économie, le droit, sont liées. Enfin, ça en mêle beaucoup, pas toutes. Je crois qu'on est coincé par le temps maintenant, mais justement, vous étiez... Une dernière question. Le conseil de la vie universitaire, c'est un nouveau conseil, ça, hein? Alors ça, c'est un nouveau conseil dont l'objet est... pourquoi il y a eu une volonté des fondateurs de séparer cela? Parce qu'en fait, formation et vie universitaire étaient liés. Et un peu trop souvent, c'est les problèmes de formation qui étaient abordés et pas les problèmes de vie universitaire. Et en plus, dans ces problèmes de vie universitaire, on restait très focalisé plutôt sur vie étudiante que sur vie universitaire. Donc l'objet de ce nouveau conseil, d'ailleurs je vais aller, il est installé à Metz, là, à 9h30, il a commencé, c'est justement d'aborder les aspects culturels, les aspects de vie universitaire, les aspects de communication scientifique et technique, et de voir comment on les développe, comment la relation avec les sites d'implantation de l'université se fait dans le but d'attirer, de se sentir bien à l'université en Lorraine. On a une responsabilité culturelle. D'ailleurs, le site de Metz, de ce point de vue-là, est un site remarquable dans son action culturelle interne, hein, avec il y a le théâtre du Solcy, il y a une vraie place culturelle qui était peut-être plus présente qu'à Nancy, en liaison avec l'université de manière plus intime et qui va se développer, on continuera dans le domaine. Et puis il y a, on voit l'évolution des choses. Moi j'aimerais bien qu'on arrive à peut-être une charte de bonnes pratiques pour la conciliation vie professionnelle, vie familiale, qui fasse que les choses soient... Alors, c'est un peu l'air du temps, hein, certaines entreprises le font, mais je pense que c'est important aussi de se positionner sur ces créneaux-là et de dire un certain nombre de choses.
Par exemple, on ne fait pas le jour de la rentrée des classes la réunion importante et décisionnelle à 9h le matin. Alors, je ne veux pas aller jusqu'à... Il y a même des labellisations. Il y a des entreprises qui sont en train d'avoir des labels par rapport à leur pratique. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à label, mais une charte de bonne pratique, ce serait déjà très bien. Et ça a des répercussions à la fois en interne, mais à la fois sur la manière dont on est perçu dans la société et en termes d'attractivité. Donc il y a de vrais enjeux sur ce conseil. Mais je crois que les gens vont se saisir de cela. Puis la communication scientifique et technique, vous le voyez peut-être, vous le voyez, mais vous ne le voyez pas de manière consolidée. La Lorraine est vraiment très en pointe dans ce domaine-là, par rapport aux autres régions. On a un certain nombre d'objets et il y a énormément d'actions qui se déroulent. Il n'y a pas une semaine, mais il y a pas plusieurs actions de culture scientifique et technique qui se passent en région. Expositions, manifestations, cafés scientifiques et des choses qui vont vers la société. Et on est vraiment très très présent dans ce domaine-là et on continuera à l'être. Parce que je crois que c'est aussi le rôle de l'université que d'aller vers les gens et que de montrer qu'elle existe. C'est aussi quelque part pour attirer les gens vers les sciences. Hein. Parce qu'il y a quand même de ce point de vue-là. Comme dans tous les pays industrialisés. Bien, écoutez, on vous remercie. Oui, et puis écoutez, on pourra... Et on pourra se revoir.